tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des juristes. Quid Juris, vous le savez, c'est toute l'actualité décryptée à travers le prisme du droit, en partenariat avec BFM, un podcast préparé comme chaque semaine avec Elsa Franz et Camille Sarrazin. Vous écoutez et vous regardez le 103e épisode de Quid Juris. Cette semaine, l'actualité, c'est encore et toujours la guerre au Proche-Orient que mènent les États-Unis et Israël contre l'Iran et contre le Hezbollah au Liban, avec une extension du conflit à l'ensemble du Moyen-Orient, puisque l'Iran frappe la quasi-totalité des pays du Golfe, sans parler du blocage du détroit d'Ormuz, qui crée les conditions d'un véritable choc pétrolier mondial. Donald Trump avait donné un ultimatum de 5 jours qu'il a repoussé au 6 avril, et à l'heure où des négociations, même indirectes, semble engagé entre les États-Unis et l'Iran. On a besoin de comprendre quelles pourraient être les conditions diplomatiques et juridiques d'un arrêt des hostilités, voire d'une sortie de crise, avec une question parmi beaucoup d'autres: où est passé l'ONU? Mon invité aujourd'hui pour nous aider à tout comprendre est un expert en géopolitique et en droit international. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po, fondateur des rencontres géopolitiques de Trouville, rendez-vous désormais incontournable, et auteur d'un livre. Je vous cite le titre, c'est chez Odile Jacob, La guerre mondiale n'aura pas lieu. Et en fait, c'est l'objet de ma première question. Je rebondis sur le titre de ce livre. Quand on voit l'engrenage de la guerre au Moyen-Orient, à partir de quel moment on peut dire qu'une guerre est mondiale? Alors, c'est une question centrale. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de guerre mondiale, il n'y a que des preuves de guerre mondiale, des critères, des paramètres. Alors, il y en a un qui est empirique, que tout le monde connaît, c'est évidemment 14 et 39. C'est-à-dire qu'il y a eu au XXe siècle 2 guerres mondiales, dont le facteur principal, décisif en réalité, était l'existence de 2 blocs d'alliances militaires opposés. C'est ce que j'appelle dans mon bouquin le syndrome de l'été 14, mais c'est le même que celui de l'été 39. En tout cas, c'est un syndrome de même nature. Autrement dit, il faut qu'il y ait 2 véritables alliances militaires multi-étatiques, encore une fois, je le répète, et qui, bien évidemment, soient en confrontation. Ça n'existe pas. Alors là, ça n'est pas le cas, mais en même temps, les États-Unis, l'Iran, les pays du Golfe, des pays européens qui interviennent même dans une posture défensive, la Russie qui vient en soutien de l'Iran, les pays asiatiques qui ne sont pas impliqués militairement, mais qui sont indirectement touchés. Est-ce que là, on n'est pas, en fait, sans le dire, en présence d'une guerre mondiale? Allez, vous utilisez un adverbe très intéressant, vous dites indirectement, vous dites pour la Russie, vous dites défensif pour l'Europe. Oui, je constate que les États européens aujourd'hui ne participent pas à cette guerre. Il y a une coalition de 2 États, États-Unis et Israël, face à un 3e État qui est l'Iran. Mais attendez, c'est même vrai pour les pays arabes. Dans conflit, vous avez le préfixe con en latin, avec, conflictualité, une co-belligérance en quelque sorte. C'est ça une conflictualité en réalité. Les États arabes, ça ne vous aura pas échappé, ils ne réagissent pas. Mais pardon, ce n'est pas une guerre. Donc sauf que, pardon Frédéric Ancel, c'est très intéressant ce concept de co-belligérance, parce que là, on rentre dans le droit, pour le coup. L'Iran considère que tous les pays du Golfe, parce qu'ils accueillent des bases militaires sur leur sol, parce qu'ils aident d'une certaine manière les États-Unis et Israël, sont co-belligérants, et même les pays européens, je pense à la France par exemple, qui interviennent dans cette fameuse posture défensive, pour Téhéran, ils sont co-belligérants, en tout cas ennemis. Mais la propagande de Téhéran ne vaut pas réalité. Vous citez des États, vous mentionnez des États qui accueilleraient des bases américaines ou occidentales. Oman, aucune. Arabie Saoudite, aucune. Azerbaïdjan, aucune. Quant aux États européens, ils sont très officiellement, très concrètement non co-belligérants. D'ailleurs, ils l'ont dit dès le départ. Et la plupart des États européens, en fait la quasi-totalité, n'ont pas de base militaire dans la région. Alors, la France et le Royaume-Uni en ont, notamment pour le Royaume-Uni, la Jordanie. Bon, et la France, les Émirats Arabes Unis. Donc ça, c'est pas faux. D'ailleurs, entre parenthèses, la France, pour honorer son contrat en quelque sorte de défense mutuelle avec les Émirats Arabes Unis, tous les jours fait voler ses rafales et fait combattre ces matériels, mais à des fins exclusivement défensives. Donc, si vous voulez, ce n'est pas parce qu'un État, et il en a bien le droit, dominé par un régime par ailleurs extraordinairement fanatique et tout à fait contempteur du droit international, on va y revenir, indique quelque chose, c'est pas parce qu'il prétend quelque chose que ça correspond à une réalité géopolitique ou juridique. Alors, le principal sujet qui intéresse les Français, c'est ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Avant le début des hostilités, il y avait environ 120 navires
guerre qui passait 60 dans un sens, 60 dans l'autre. Aujourd'hui, c'est entre 0 et 5 les meilleurs jours. Or, la liberté de navigation est un principe fondamental du droit international, notamment en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il se trouve que ces bateaux, quand ils passent dans le détroit d'Ormuz, traversent les eaux territoriales iraniennes. Comment on fait dans un cas pareil en termes de droit pour dire qui a raison? L'Iran dit ce sont mes eaux territoriales, au point d'ailleurs que l'Iran désormais réclame un droit de passage de 2 millions de dollars par bateau. Comment on règle ce problème de droit pour le coup? Alors la libre circulation maritime, vous l'avez rappelé, c'est fondamental, c'est dans la Convention de Montego Bay de 1982, et de ce point de vue-là, les Iraniens aujourd'hui ne la respectent pas, parce que le rail maritime qui permet effectivement un aller-retour permanent dans le détroit d'Ormuz, il se situe dans les eaux internationales. Donc ils ne respectent pas cette charte, c'est même le moins qu'on puisse dire. Par ailleurs, l'Iran viole la souveraineté à la fois aérienne, maritime et finalement terrestre des États du Golfe. Article 51, chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. La légitime défense qui, ici, ne s'applique pas en faveur de l'Iran. Alors c'est l'une des conséquences potentielles. On ne sait pas comment cette guerre va finir, ni quand elle va finir, mais l'une des conséquences potentielles, c'est que l'Iran se mette à privatiser d'une certaine manière le détroit d'Ormuz. En réclamant 2 millions de dollars par bateau, c'est une façon de dire, ici, c'est chez moi. Bien sûr, donc c'est la façon des États voyous, en fait, de se comporter. Donc là, on est hors droit. Il y a juste alors, c'est pas une limite, mais enfin, pour être intellectuellement très honnête, je vous dirais que l'attaque, si on s'en tient au strict droit international et à la Charte des Nations Unies, l'attaque américano-israélienne ne correspond pas à un droit reconnu par les Nations Unies, puisque l'Iran est un État souverain, et donc il peut, à bon droit, utiliser cet article auquel je viens de faire mention, 51, pour riposter. Mais attention, pour riposter contre les belligérants, contre les assaillants, certainement pas contre le sultanat d'Oman. Alors ça, c'est très clair. D'ailleurs, Téhéran dit, mais en fait, je suis prêt à laisser passer les bateaux non hostiles. Sauf que l'hostilité est très large, et on en revient au concept de co-belligérance. Pour Téhéran, encore une fois, il n'y a de non hostile que les bateaux chinois, si je regarde ceux qui passent depuis quelques jours dans le détroit. Oui, les bateaux chinois, indiens, éventuellement pakistanais, mais là, il faut revenir sans faire de la casuistique à 1945, parce qu'en réalité, depuis, on ne se déclare plus la guerre. Donc en fait, l'état d'hostilité dont se revendique aujourd'hui l'Iran en tant qu'agressé ne vaut même pas dans la mesure où lui ne reconnaît pas faire la guerre à des États du Golfe qui pourtant ne sont pas partie prenante aux opérations américano-israéliennes dont je rappelle qu'elles ne s'inscrivent toujours pas dans une déclaration de guerre. Vous voyez ? Donc autrement dit, quand Téhéran parle d'hostilité, de navires d'États peu plus ou moins hostiles, en réalité, elle ne fait rien d'autre que les autres chancelleries, c'est-à-dire de fonctionner dans une espèce de brouillard juridique, parce qu'encore une fois, aucune guerre n'a officiellement été déclarée dans la région. Je reste sur le détroit d'Ormuz parce que c'est quand même le sujet qui nous passionne tous et qui peut avoir des conséquences absolument incalculable, même une fois la guerre terminée. En gros, Trump dit, une fois que la guerre sera finie, ce seront les pays qui ont besoin d'utiliser ce détroit qui organiseront sa sécurité. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni et la France ont prévu de réunir une coalition d'une 30aine de pays pour organiser la sortie, la sécurité de ce détroit. Mais pour ça, il faudrait un mandat de l'ONU. Au minimum. Oui, alors en principe, il faut même carrément en passer par l'exécutif de l'ONU, c'est l'organe exécutif qui est bien évidemment le Conseil de sécurité. Maintenant, je ne vous rappellerai pas qu'au Conseil de sécurité siègent la Russie et la Chine, badaboum. Alors comment fait-on ? Parce qu'évidemment, M. Poutine... Et les États-Unis qui sont partie prenante. Et les États-Unis, non mais là, évidemment, totalement partie prenante. Donc les Français et les Britanniques, à bon droit, pourraient effectivement déposer des résolutions de concert, comme ils le font d'ailleurs régulièrement depuis le 15 mars 2011, c'est-à-dire l'affaire libyenne. On était à l'époque du printemps arabe, et depuis, Paris et Londres déposent quasi systématiquement ensemble, d'un commun accord, des résolutions au Conseil de sécurité. Ce que j'approuve d'ailleurs formellement, à la fois en tant qu'Européen et en tant que géopolitologue. Mais ça suffit pas, parce que si l'un des trois autres membres permanents met son veto, évidemment, ça ne correspondra à rien. Et c'est là qu'on en arrive, me semble-t-il, à la question fondamentale du droit international tel qu'il existe depuis 1945, qui, à mon avis, est dépassé. Alors, on peut parfaitement le regretter, et on peut bien évidemment rester, c'est mon
mon cas, très attaché à une forme de droit international permettant à tout le moins, à minima, un multilatéralisme. Mais celui-ci, à mon avis, est fondamentalement dépassé, pas depuis Trump au Moyen-Orient, depuis au moins Poutine en Ukraine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de ce conflit, l'ONU semble singulièrement absente. On a entendu Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, déplorer la stratégie d'Israël dans le sud du Liban, en parlant même d'un potentiel, je mets des guillemets, un potentiel nouveau Gaza. Même s'il a raison de s'en inquiéter, c'est quand même un peu court comme réaction de la part de l'ONU. Qu'est-ce que l'ONU sinon un forum ou un cénacle de l'exercice des rapports de force à un moment M sur un territoire T? C'est censé être le lieu du multilatéralisme et de la diplomatie. Oui, c'est censé. Mais depuis 1945, il n'aura échappé là encore à personne que ce sont les grandes puissances qui sont au Conseil de sécurité, je veux dire comme membre permanent, donc doté du fameux droit de veto, et au-delà de ça, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que ce droit-là, comme tout type de droit, à mon avis, mais ce serait l'objet d'une grande conversation philosophique, tout type de droit, mais également de loi et peut-être même de simples règlements, est le fruit d'un rapport de force. Et là, vous vous adressez à un géopolitologue qui enseigne depuis très longtemps les relations internationales, et je suis absolument convaincu qu'il faut bien évidemment un droit et qui serait profitable au plus grand nombre, attention, au plus grand nombre d'États, ou de citoyens des populations massacrées par des tyrans. C'est encore une autre conversation importante et un thème fondamental. En tout cas, restons sur les États, mais certainement pas celui-ci, parce que l'ONU a été bâtie dans un moment particulier, et même très particulier, sur un rapport de force extrêmement particulier, et aujourd'hui, les choses ont changé. Alors, on peut prendre comme exemple ce qui se passe au Sud-Liban. Les soldats de Tsahal sont entrés au Sud-Liban avec l'intention de vider la zone de tous les membres du Hezbollah. En réalité, si j'ai bien compris, de la quasi-totalité des populations chiites. C'est une zone de 35 km de profondeur qui va entre la frontière entre Israël et le Liban jusqu'au fleuve Litani. Or, il se trouve que dans cette zone-là, il y a un peu plus de 8000 soldats de la FINUL qui eux-mêmes travaillent sous mandat de l'ONU. Et dans ces 8200 soldats, il y a 700 Français. Or, on vient d'apprendre la mort de 3 soldats indonésiens, membres de la FINUL. On vient d'apprendre que des soldats français avaient été victimes d'actes d'intimidation et même, pour certains, d'un tir de mortier. C'est quand même d'une gravité absolue que des soldats de la paix, entre guillemets, ce qu'on appelle les casques bleus, soient visés par les protagonistes, que ce soit d'ailleurs par le Hezbollah ou par les soldats israéliens. Oui, alors un petit point d'histoire, ça commence en 78, avec la première FINUL en quelque sorte, et une première intervention qui s'appelait l'opération Litanie israélienne, mais c'était à l'époque face à l'OLP. Issue d'une résolution de l'ONU. Complètement, bien sûr, de toute façon, sous les casques mandat de bleus, l'ONU. bien sûr, n'y vont que... Oui, mais attention, au titre du chapitre 6. C'est-à-dire de maintien de la paix. Mais les résolutions votées au titre du chapitre 6 ne permettent pas aux casques bleus, et malheureusement, ô combien malheureusement on l'a vu au Rwanda en 1994, de faire feu. Contrairement aux résolutions du chapitre 7. Bravo, chapitre 7. Et là, depuis 2006, alors, si ma mémoire est bonne, ça doit être du 14 août, enfin à vérifier, 2006, la résolution 1701, qui d'ailleurs avait été impulsée très fortement par Jacques Chirac à l'époque, il faut le rappeler, permettait à cette FINUL bis, comme on l'a appelé, de faire feu et surtout de désarmer des combattants qui n'avaient rien à faire dans cette zone. Et dans cette zone, quels sont les combattants qui n'ont rien à faire, qualité de combattants? Eh ben, c'est le Hezbollah. Mais en même temps, Israël transgresse aussi le droit international puisque le Liban est un État souverain et on revient à l'article 51, en vertu de la légitime défense, le Liban pourrait aujourd'hui se défendre face à Israël. Seulement voilà, le Liban est-il vraiment souverain? C'est la quadrature du cercle. Non, parce que la seule milice restée armée au Liban, au détriment et en dépit des accords interarabes et interlibanais de Taïf de 1989, qui ont été validés par l'ONU, donc accords en vertu desquels, je dis d'un mot, toutes les milices devaient être désarmées suite à la très grande guerre civile qui avait commencé en 75. Toutes les milices avaient désarmé, sauf le Hezbollah. Et qu'a fait le Hezbollah il y a quelques semaines, au moment où l'ayatollah Khamenei a été éliminé par Israël en Iran? Il a attaqué Israël, bing, article 51. Mais là, c'est intéressant parce qu'il y a eu plusieurs résolutions, vous venez de le suggérer, de l'ONU appelant au désarmement du Hezbollah. Et là encore, ces résolutions ne sont pas appliquées. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'au fond, l'ONU n'a pas d'armée à sa disposition pour faire appliquer ces résolutions, ou tout simplement parce qu'il n'y a pas de volonté réelle de la communauté internationale de régler ce problème. Alors déjà, communauté internationale, c'est un terme, un concept qui est devenu, me semble-t-il, tellement creux qu'il va falloir commencer à arrêter de l'employer parce qu'en réalité, ça n'a plus de sens.
concret, réel sur le terrain. Il n'y avait pas de volonté politique d'un État libanais qui était tellement faible et tellement partagé d'ailleurs, notamment entre responsables chiites, donc en général plutôt favorables au Hezbollah et les autres. Aujourd'hui, enfin, il y a une vraie volonté de se débarrasser du Hezbollah créé par l'Iran en 82 et lui obéissant au doigt et à l'œil. On l'a bien vu il y a encore quelques semaines. Mais surtout, votre question, elle pose celle de l'armée onusienne. Effectivement, il n'y en a pas. Il n'y a que des casques bleus, dont on voit qu'ils sont effectivement très fragiles. Ils peuvent agir qu'en état de légitime défense. Ouais, C'est-à-dire s'ils ne sont pas ciblés, ils ne peuvent pas réagir. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pour l'essentiel, c'est ça. Maintenant, à chaque fois que l'ONU a validé une intervention militaire, elle ne l'a pas fait avec des troupes officiellement onusiennes, parce qu'effectivement, elle n'a pas d'armée, mais elle a validé des coalitions bâties par des États membres de l'ONU. Vous voyez, on en revient toujours au même problème. L'ONU, c'est une coquille. Il faut espérer qu'elle ne soit pas vide, mais ce n'est qu'une institution au sein de laquelle des États, des entités, alors pour le coup, politico-militaires bien existantes, vont solliciter le secrétaire général et les autres puissances pour, ici et là, pouvoir intervenir. Par exemple, en 90-91, voilà, en Irak, et là, c'était validé par l'ONU. Il y en a eu d'autres, depuis. Alors, en droit international notamment, mais en diplomatie, en géopolitique, les mots ont un sens. En droit international, en l'occurrence, est-ce qu'il faut juridiquement appeler l'intervention militaire de Tsahal au sud-Liban une opération militaire, au prétexte que les Israéliens veulent créer une zone tampon pour se protéger des attaques du Hezbollah, ou est-ce qu'il faut parler d'une invasion, parce qu'en réalité, il s'agit d'occuper, voire même d'annexer une partie du territoire libanais? Alors, vous avez raison d'être très précis sur les termes, mais là, pour le coup, on est sur deux termes relativement subjectifs. Là où on n'est plus dans la subjectivité, c'est s'il y avait annexion mise sous la loi de l'État. Mais une zone tampon, une zone tampon, c'est une façon d'annexer ce territoire qui souverainement appartient au Liban. Oui, non, parce que vous ne placez pas ce territoire sous votre souveraineté, c'est-à-dire sous vos lois, pour parler très concrètement. Et là, pour le coup, alors c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est extraordinairement concret. Par exemple, le plateau du Golan a été littéralement annexé par Israël. Autrement dit, la loi de l'État d'Israël s'applique totalement à ce territoire. Ça va des questions cadastrales aux questions de citoyenneté, etc. Mais à l'origine, il s'agissait de créer une zone tampon aussi. Ah, c'était un glacis. Oui, mais vous voyez, là, dans la subjectivité, c'était un glacis militaire perçu comme tel. C'était aussi une zone très intéressante sur le plan agricole perçue comme tel par les habitants des kibbutzim, etc. Là où il y a annexion, on passe à autre chose. Là où le sang coule de manière délibérée, c'est-à-dire lorsqu'un régime politique qui préside aux destinées d'un État assume le fait de lancer, alors de projeter des forces, on peut appeler ça une opération militaire spéciale, pas spéciale, etc. On passe à quelque chose d'autre. Mais après, invasion ou investissement militaire ou prise de contrôle, si vous voulez, tout ça, après, ça me semble-t-il, ça relève d'une même sémantique. Alors, dans un instant, on va parler des négociations qui sont en cours, d'une éventuelle sortie stream, mais encore un mot sur le contexte pour bien comprendre. Emmanuel Macron, le 3 mars dernier, disait, au fond, cette attaque, elle a été conduite en dehors du droit international, donc nous, on ne peut pas la valider, on ne peut pas la supporter, mais il ajoutait, l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple. Ça veut dire quoi? Que la ligne diplomatique française, c'est au fond, cette guerre, elle est parfaitement illégale, mais elle est peut-être légitime. Guerre illégale, mais guerre juste, c'est ça l'idée, la ligne de crête? On bricole, c'est très compliqué, mais on bricole presque toujours. Au fond, je vais vous dire, il n'y a que les fanatiques qui bricolent pas. Alors pourquoi je vous dis qu'on bricole? Et moi, je suis assez favorable à la position française, c'est-à-dire que nous entretenons des relations avec un État dont on voit bien qu'il existe. C'est-à-dire sur le plan du droit international, le régime iranien préside aux destinées de l'Iran, et ça existe, et ils ont un siège, et c'est comme ça. Alors, on déteste leurs droits, leurs valeurs, leur répression, surtout après, leurs valeurs, surtout après oui, parce les que, massacres de janvier. Mais eux aussi ont contrevenu à toutes les règles du droit international en menaçant d'éradiquer l'État d'Israël de la planète, en finançant des milices terroristes en Irak, le Hamas, le Hezbollah. Eux aussi, ils sont en dehors du droit international. Oui, enfin en tout cas, ils jouent beaucoup sur la ligne jaune. Pourquoi? Parce que le Hezbollah officiellement n'est qu'un parti libanais. Autrement dit, lorsque le Hezbollah frappe Israël, Téhéran ne revendique pas. Alors si vous ne revendiquez pas, M. Guterres, qu'est-ce qu'il peut faire? Il constate que non, ce sont des accusations diffamatoires et ce n'est pas l'Iran qui officiellement est intervenu. Moi, je vois, que l'État libanais vient de demander à l'ambassadeur d'Iran au Liban de quitter le pays et il ne veut pas rentrer chez lui. Non, il se trouve très très bien au Liban, remarquez en ce moment, on peut peut-être le comprendre. Et donc, si vous voulez, au-delà de la boutade, c'est l'illustration ultime de l'inféodation totale du Hezbollah à l'Iran. Mais attention, c'est pas à vous que je vais l'apprendre encore une fois. Le droit, c'est extraordinairement précis. En droit international, si un État ne revendique pas une attaque, et si manifestement
évidemment, ce ne sont pas ces hommes avec ces uniformes, ces marques, ces symboles de souveraineté qui envahissent un territoire souverain. Le secrétaire général des Nations Unies, il se trouve dans une zone grise. Bon, là, Frédéric Ancel, on a manié les concepts de droit, si j'ose dire, tout en faisant de la diplomatie et de la géopolitique. Maintenant, il y a des négociations qui sont en cours entre les États-Unis et l'Iran. En réalité, des négociations indirectes avec beaucoup d'intermédiaires. C'est la deuxième partie de Quid Juris. Quid Juris, Laurent Neumann reçoit Frédéric Ancel, docteur en géopolitique. Alors Frédéric Ancel, je le disais, on est rentré quand même depuis plusieurs jours maintenant dans une forme de négociation, alors dont on ne connaît pas tout. Ce ne sont pas des Iraniens qui parlent avec des Américains, mais visiblement, il y a des Pakistanais, des Égyptiens, des représentants d'Oman qui participent, qui essayent de trouver un terrain d'entente. Quand Donald Trump a dit d'abord « je vous donne 5 jours », ultimatum, puis je le repousse au 6 avril. Pourquoi il fait ça ? Il fait ça parce qu'il veut donner du temps à la négociation, parce que Israël lui dit non, on n'a pas fini le travail, il faut continuer. Pourquoi il se donne autant de délai ? Alors, il y a 2 points. D'abord, on négocie pratiquement toujours. Et on négocie avec tout le monde, pratiquement en tout temps. Y compris quand ça bombarde. Y compris quand ça bombarde. D'accord. Alors quand ça bombarde, on négocie en général sur le plan strictement technique, sur le plan tactique. Après, sur le plan politique, peut-être un petit peu moins. Alors là, il semble que les négociations principales, et d'ailleurs c'est un recul de la Turquie. Hein. C'est très embêtant pour M. Erdogan. C'est pas en Turquie, ça s'est passé, c'est au Pakistan. Et là, ça signifie bien que Monsieur Trump n'est pas inféodé, c'est le moins qu'on puisse dire, à Monsieur Erdogan, qui démontre par ailleurs une duplicité dans le cadre de l'OTAN qui est quand même assez exceptionnelle. Donc, ça c'est le premier point. Mais on négocie. On n'a jamais cessé. C'est le premier point. Le deuxième point, Trump. Je vais vous dire, Trump, sur le plan politique et militaire, il est d'une imprévisibilité quasiment total. Il ne l'est pas sur le plan économique. C'est un mercantiliste absolu. Je l'écrivais encore récemment dans Le Monde et puis dans d'autres différentes chroniques, mais aussi sur le plan à l'oral. Par contre, sur le plan diplomatique et militaire, sur oui, le plan diplomatique et militaire, il est complètement imprévisible. Je ne sais même pas dans quelle mesure lui-même sait quelle décision il va prendre le lendemain, et je ne plaisante pas. Et on a rarement affaire dans l'histoire longue des relations internationales à ce type de cas de figure. Alors, là où je dis que ce n'est pas totalement idiot, c'est que si il organise son imprévisibilité, alors il crée une forme de dissuasion vis-à-vis d'un certain nombre d'adversaires. Et de ce point de vue-là, pourquoi pas ? Sauf que je ne suis pas du tout certain que la majorité, que la masse critique, disons, de ses propos et actes erratiques relève de ça. Moi, je pense qu'il y a aussi chez M. Trump une part importante de n'importe quoi. Et là, vous me posez une question à laquelle il est très difficile de répondre parce que moi, je peux vous donner les différentes hypothèses, mais il est extraordinairement compliqué d'affirmer de manière un peu péremptoire que c'est celle-ci qui va prédominer sur celle-là. Maintenant, je vais quand même vous en donner une. Je pense que Donald Trump ne cherche pas prioritairement à abattre le régime, mais il cherche à terme à pacifier, je dis bien pacifier, je ne suis pas certain qu'il réussisse, la région, au profit, bien évidemment, des États-Unis, mais aussi et surtout de ses clients, et oui, qui ne considèrent pas comme des alliés, mais des clients. Donc un affaiblissement de l'Iran lui suffirait. Et de sa toxicité géopolitique. Et de ce point de vue-là, regardez à quel point les pays du Conseil de coopération du Golfe, qui sont tous frappés par l'Iran, on l'a vu il y a un instant, achètent par centaines de milliards de dollars sur ces dernières décennies aux États-Unis et à d'autres pays, y compris d'ailleurs la France, pour leur protection. Et donc pour les États-Unis, pour l'économie américaine, pour l'économie de la famille de M. Trump et la sienne aussi, c'est extrêmement important. Et ces pays sont très hostiles à la République islamique d'Iran. Parce que très honnêtement, quand on regarde les bases sur lesquelles sont parties ces négociations, quand je regarde ce que les États-Unis ont demandé, vous savez, la fameuse liste des 15 points, l'abandon du nucléaire militaire, la restitution de l'uranium enrichi, la fin du programme balistique, la réouverture du détroit d'Ormuz, tout ça, c'est absolument inacceptable pour le régime de la République islamique d'Iran, qui, dans cette histoire-là, joue en fait sa propre existence. Donc on a du mal à voir comment des négociations pareilles pourraient aboutir à un cessez-le-feu, une sortie de crise. Oui, mais à l'origine, dans une négociation, surtout en temps de guerre, toute proposition est strictement inacceptable par l'autre. Par définition, on demande beaucoup pour obtenir moins. Ça, je pense que c'est un b.a.-ba des relations internationales. Maintenant, là où je vous suis, c'est sûr, et c'est important que vous l'ayez rappelé, c'est le nucléaire. Tous les premiers points concernent le nucléaire. Et
On va revenir un petit peu au droit international. Je me permets de rappeler quand même qu'en 1968 a été établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies le fameux traité de non-prolifération. Et à ce jour, ça peut paraître surprenant, il n'a jamais été officiellement transgressé. Le Pakistan on l'a mais il n'était pas signataire. Israël n'a jamais été signataire et de toute façon ne communique pas, donc officiellement ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas fait d'essai chez eux. Je veux dire qu'il n'existerait plus sinon. La Corée du Nord, c'est encore un cas à part, mais ils ne sont pas signataires. Donc aujourd'hui, le verrou du respect du traité de non-prolifération, auquel tiennent tous les États du monde, en particulier un État comme la Chine, ultra conservateur sur le plan du respect des traités nucléaires, eh bien le verrou, ce serait l'Iran. Et vous voyez à quel point l'AIEA, c'est pas MAGA et c'est pas le Likoud. L'Agence internationale pour l'énergie atomique, c'est une branche onusienne depuis 2002. On est en 2026, dit que l'Iran ment sur son programme d'enrichissement et qu'à terme, ça peut mener, si l'Iran le décide, à un programme de nature nucléaire à usage potentiellement militaire. Et c'est d'ailleurs Donald Trump qui est sorti en 2018 de cet accord lors de son premier mandat, en l'occurrence. Et c'est la raison pour laquelle lui-même n'acceptera jamais moins que ce pourquoi il a quitté l'accord obtenu sous Obama en 2015 avec l'Iran. Mais de ce point de vue-là, je le dis et j'insiste, il fait le sale boulot pour le monde entier. Parce que, je le répète, personne au monde ne veut d'une prolifération tous azimuts qui serait le fruit de la rupture par l'Iran du traité de non-prolifération. Alors les Occidentaux, ils ont une lecture un petit peu manichéenne de ce qui est en train de se passer. En gros, les méchants sont à Téhéran. Mais en même temps, on n'entend absolument plus parler de la population iranienne. C'est-à-dire, au départ, il était question d'un changement de régime institutionnel, pas simplement de couper quelques têtes, mais vraiment un changement de régime, et la population iranienne devait prendre part d'ailleurs à ce changement de régime. J'ai l'impression que dans ces négociations dont on parle, il n'en est absolument plus question. Il en a déjà été question chez M. Trump, ça m'aurait échappé. Alors M. Trump, en janvier, au départ, il parlait d'un changement de régime. Bien sûr. Alors plus exactement, de manière extraordinairement cynique, il a appelé les Iraniens à continuer à se révolter en leur affirmant un soutien immédiat qui a mis plusieurs semaines à venir, c'est même le moins qu'on puisse dire, et qui ne concerne qu'indirectement le régime. Ça concerne les armes et le nucléaire, mais pas la population iranienne elle-même. Je vais être extraordinairement franc avec vous. Monsieur Trump se fiche complètement de la population iranienne. Il se fiche de la démocratie sur laquelle d'ailleurs il met des coups de canif aux États-Unis, donc chez lui en toute priorité. 3, de manière beaucoup plus générale, on aura du mal à me convaincre que des présidents beaucoup plus urbains comme Monsieur Obama ou comme Monsieur Clinton, Monsieur Obama en Syrie en 2013, il n'est pas intervenu alors qu'il avait promis de le faire pour sauver la population syrienne. La fameuse ligne rouge avec les armes chimiques. Exactement, les armes chimiques de Monsieur Assad qui est aujourd'hui un voisin de Monsieur Poutine à Moscou. Monsieur Clinton, extrêmement urbain et gentil, Monsieur Clinton, sauf que au Rwanda, pendant que le régime Hutu Power en 94 assassine 800 000 citoyens rwandais, donc sa propre population, Monsieur Clinton fait tout pour qu'on ne parle pas de génocide au Conseil de sécurité, et évidemment, il n'intervient pas. Donc, si vous voulez, Trump, de ce point de vue-là, moi, je veux bien qu'on le luciférise, mais en réalité, il s'inscrit dans une espèce de réel politique glaciale qui, malheureusement, a presque toujours prévalu. Non, malheureusement, on ne fera rien pour la malheureuse population iranienne. Juste un mot, ces dernières heures, ces derniers jours, les pays du Golfe qui sont attaqués, mais qui ne ripostent pas vers l'Iran, disent, mais attendez, les négociations qui sont en cours, ça nous concerne. Ça concerne notre souveraineté, ça concerne notre sécurité future. Peut-être que nous aussi, on devrait prendre part à ces négociations, c'est intéressant. Absolument, pas de bras, pas de chocolat. Moi, je suis de ceux qui considèrent que le soft power ne suffit pas. Le hard power vous permet, aux côtés du soft power, de défendre vos intérêts et vos valeurs. Alors voilà des États dont je rappelais tout à l'heure qu'ils ont acheté par centaines de milliards de dollars de matériels américains. Voilà des États dont les armées ne se servent pas de leurs armes. Pour une part, ils ne savent pas s'en servir. Pour une autre part, politiquement, ils considèrent que c'est peut-être trop dangereux parce que l'Iran va les frapper encore davantage. Mais attendez, alors 1, à quoi aura servi tout cet argent? 2, pourquoi rester inféodé à Washington et continuer d'ailleurs, parce que le Conseil de coopération du Golfe vient de continuer à acheter, de relancer une ligne d'achat de matériel militaire à haute valeur ajoutée auprès des Américains. 3, comment considérer qu'ils ont le droit, devant le tapis vert des journalistes, et certains journalistes ont un tapis vert aussi, mais des diplomates, après la guerre, qu'ils auront le droit d'intervenir parce que ça les concerne. Mais pardon, si vous n'êtes pas en capacité, et c'est une loi d'airain des relations internationales, si vous n'êtes pas en capacité de faire peser une forme de menace, c'est la fameuse
fameuse capacité dissuasive, donc face à l'autre ou aux autres interlocuteurs. Mais pourquoi on vous accorderait une place à la table des négociations ? En vous écoutant, j'ai quand même l'impression que le monde dans lequel on vit laisse beaucoup moins de place au multilatéralisme qu'en réalité à la force. On est à l'ère des prédateurs, pour reprendre l'expression de Roberto Saviano. En réalité, on est en train de voir que si vous n'avez pas la force, le droit international, on le piétine allègrement. Exact, et c'est une parenthèse enchantée qui se referme. Cette parenthèse aura duré 20 ans. Pardon, les premières cités sumériennes, c'est 5e, 6e siècle avant l'ère chrétienne. Autrement dit, ça aura été une micro-parenthèse relativement enchantée, et encore, en Occident et dans une partie du monde, mais notamment pas en Afrique subsaharienne, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais qui a vécu des horreurs absolues justement dans les fameuses années 90 et 2000. Donc oui, c'est une toute petite parenthèse qui se referme, je le regrette, mais pour faire face à ce qui avait toujours prévalu jusqu'aux années 90 du XXe siècle de l'ère chrétienne, et ce qui recommence à prévaloir, il faut s'armer, et je pense pour cela que l'Europe puissance doit absolument se créer. Encore un mot, parce qu'évidemment, on a tous les yeux rivés vers le Moyen-Orient, vers le détroit d'Ormuz. La ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas, disait il y a quelques jours, la Russie aide l'Iran sur le plan du renseignement, la Russie fournit des drones à l'Iran. En réalité, et on ne le voit peut-être pas, la guerre au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine, sont étroitement liées. Elles sont liées, mais pas étroitement. D'abord parce que dire que la Russie vend des drones à l'Iran, non. L'Iran envoie des drones, les fameux Shahid, les fameux. La Russie, non, la Russie n'est pas très efficace à ce niveau-là. Ensuite, la marine russe a été ridiculisée pendant 4 ans en mer Noire face à l'Ukraine. Et elle ne s'approche absolument pas des 2 groupes aéronavals américains dans la région. 3, les chasseurs-bombardiers russes, qui, jusqu'à ces dernières années, faisaient quelques sorties, notamment dans le ciel, dans l'espace aérien syrien, puisque la Syrie était un allié militaire, ne se frottent pas aux espaces aériens fréquentés par les chasseurs-bombardiers israéliens. Alors ça, je peux vous le garantir. Bon, attendez, qu'est-ce qui reste ? Oui, il donne quelques informations, quelques renseignements, qui d'ailleurs n'offusquent pas. Et Monsieur surtout, Trump, il gagne parce qu'il vend désormais son pétrole à nouveau, alors oui. Et plus cher qu'avant. Oui, mais comme l'essentiel des armements russes qui servent à attaquer et à écraser l'Ukraine sont fabriqués en Russie, au fond, je ne suis pas certain que ça peut modifier l'équilibre militaire dans la région. Donc ces 2 guerres sont liées, mais indirectement. Regardez à quel point aujourd'hui, et c'est un peu une pirouette de l'histoire, monsieur Zelensky fait une tournée très très crâne, très souriante dans le Golfe pour proposer des mesures et des drones anti-drones Shahid aux États du Golfe, au nez et à la barbe des Américains. Dernier point, la Chine, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Les Chinois étaient prétendument alliés de Téhéran. J'ai toujours dit, et là je vous rejoins, il faut être très précis sur les termes et ne pas les galvauder lorsqu'ils sont juridiques, la Chine n'a jamais été un signataire d'un traité de défense avec l'Iran. Il faut arrêter de dire des bêtises, et d'ailleurs c'est largement vrai aussi pour la Russie. Regardez à quel point la Chine ne cherche qu'une seule chose, n'a qu'un seul objectif, c'est de protéger sa jugulaire pétrolière dans cette région. Le détroit d'Ormuz, bien sûr, et le pétrole qui vient de l'île de Karg. Bien sûr, exactement. Peu importe la nature du régime en place, cette Chine qui voit justement le levier américain serrer en quelque sorte sa jugulaire après le cas vénézuélien, après le coup de force au Venezuela. Encore un mot, Frédéric Ancel, l'OTAN, et là je reviens au droit international. Dans un premier temps, Donald Trump a donné l'impression d'appeler à la rescousse ses amis de l'OTAN, notamment pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Et puis là, depuis quelques jours, il menace de quitter l'OTAN. Il dit que l'OTAN n'a pas fait le boulot. Il dit même de la France que c'est un pays inutile. Je reprends ces mots. C'est envisageable, ça, que les États-Unis, qui sont cofondateurs de l'OTAN en 1949, le traité, si ma mémoire est bonne, avait été signé à Washington. C'est concevable que les États-Unis déchirent ce traité aujourd'hui ? Juridiquement, totalement, puisqu'ils sont tout à fait souverains et on peut s'inscrire dans le cadre d'un traité, puis évidemment le dénoncer, et puis le quitter naturellement. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point sur le plan politique, c'est d'autant plus concevable que monsieur Trump, et je le disais lors de sa toute première des 3 campagnes électorales, il avait annoncé qu'il voulait en finir avec l'OTAN, qui lui coûtait trop cher. Vous vous souvenez, on a parlé du mercantilisme de monsieur Trump tout à l'heure. Les questions politiques et militaires, ça m'intéresse pas. L'OTAN, c'est 5 milliards d'euros de dollars de budget, dont 15% sont financés par les États-Unis, à peu près. Vous voulez dire 500 et non pas 5. Pardon.
Pardon. Non, en termes de milliards de dollars, depuis 49, ça se compte en centaines. C'est absolument gigantesque. Voilà, depuis 49. Non, mais c'est pour vous dire que lui considère que les Américains, dont bien évidemment l'essentiel sur lesquels l'essentiel de l'effort porte, ont beaucoup trop donné. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il demandait déjà, après 2 de ses prédécesseurs, pour être honnête, donc je parle toujours de Trump, il y a déjà une quinzaine d'années, il demandait déjà, alors qu'il n'était pas encore au pouvoir, aux Européens, enfin aux États membres de l'OTAN, situés sur le sol européen, de mettre beaucoup plus dans l'éco et de dépasser les fameux 2% qui en général n'étaient même pas atteints, sauf par la France et le Royaume-Uni, en dépenses de défense du 2% de leur PIB respectif, et d'aller jusqu'à 3, et maintenant il demande 5. Donc là, en fait, j'ai presque envie de vous dire que c'est même pas un prétexte pour lui. C'est dans le droit fil de ce qu'il a envie de faire depuis très longtemps, c'est-à-dire en finir avec ces alliances qui à ses yeux, qui ne lui rapportent pas suffisamment. Mais sans lui donner raison, à Trump, les Européens ont dit depuis le début de cette guerre, cette guerre dans le Golfe, c'est pas la nôtre. Ce à quoi les Américains et Donald Trump répondent, oui, mais enfin, la guerre en Ukraine, on vous a aidé et c'était pas la nôtre non plus. Oui, alors justement, le truc, c'est que l'article 5, le fameux article mousquetaire, il prévoit effectivement que chaque membre aille au secours, d'ailleurs avec ce qu'il entend lui-même comme étant nécessaire. Il n'y a aucune obligation de mettre le maximum, par exemple, de ses forces disponibles au secours du membre menacé. L'article 5, il est défensif. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas été officiellement attaqués par l'Iran. Donc les États-Unis attaquent l'Iran. Donc vous ne pouvez pas... Donc les États membres de l'OTAN ont raison de dire, cette guerre, c'est pas la nôtre. Juridiquement, bien sûr. Bien sûr, c'est incontestable. Alors, je rajoute un point historique, si vous le permettez. En 73, pendant la guerre du Kippour, Nixon avait demandé à des États européens membres de l'OTAN de lui permettre de laisser ses avions faire escale pour ravitailler Israël. Un seul avait accepté, c'était le Portugal à l'époque, et les autres avaient refusé. Ils n'étaient pas tenus de le faire. Donc aujourd'hui, on voit c'est l'Espagne qui refuse que les avions américains fassent escale sur leur base. Finalement, c'est assez logique. Oui, là, en plus, il y a une logique politique interne à l'Espagne, puisque le gouvernement est d'extrême gauche. Donc là, une logique spécifique à l'Espagne. Juste un dernier mot, et là, pour le coup, je fais un pas de côté avec le droit international. Il y avait 8 ou 9 millions d'Américains dans les rues le week-end dernier pour protester contre cette guerre, sous le mouvement qu'on appelle No Kings. Est-ce qu'au fond, c'est pas l'opinion américaine qui va décider de la fin de cette guerre ou pas ? Si M. Trump respecte la démocratie américaine et notamment les midterms, c'est possible. Il n'est même pas sûr qu'il soit respecté. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Voilà, ce Quid Juris, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir éclairés, parce que on voit bien que tout ça est complexe et surtout, on ne connaît pas la fin du film. Je vous rappelle que ce podcast Quid Juris est disponible sur le site de notre partenaire BFM, sur toutes les plateformes, sur le site du Club des juristes, évidemment. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 104e numéro de Quid Juris. Bonne semaine à tous.